Bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule vidéo pour apprendre le hockey. Aujourd'hui, on parle de désavantages numériques. Ici, pourquoi il faut parler de désavantages numériques? Encore une fois, c'est une vidéo que je fais dans le cadre d'un hockey récréatif. Mais comme je l'ai dit, pour l'avantage numérique, c'est la même chose pour le désavantage numérique. Le temps de jeu pour chacun de mes joueurs doit être équivalent. Donc, on n'a pas à faire de ligne spécialisée pour le désavantage numérique. Tous les joueurs devraient rouler équitablement sur le banc et tous les joueurs devraient jouer en désavantage numérique. Donc, on veut un temps de jeu équivalent et on veut un partage des responsabilités parce qu'on ne sait jamais quand le joueur qui a peut-être moins de talent aujourd'hui va devenir un joueur plus talentueux. Il doit apprendre toutes les responsabilités, il doit apprendre toutes les facettes du jeu. Donc ici, l'objectif de parler de désavantages numériques, c'est de développer nos joueurs. Donc, notre travail en tant qu'entraîneur, c'est de développer nos joueurs et il faut leur parler de désavantages numériques parce qu'ils vont vivre ces situations en match. Parce que veut pas, même si on leur répète 100 fois d'être disciplinés, il y en a qui vont prendre des pénalités et des fois sont méritées, des fois c'est accidentel, peu importe. On va se ramasser en désavantage numérique. Donc, on veut développer nos joueurs, on veut leur enseigner les bonnes responsabilités, puis on veut s'assurer qu'il y ait un temps de jeu équivalent. Donc, tous nos joueurs doivent savoir c'est quoi le désavantage numérique. Fait qu'ici, la pierre d'assise du désavantage numérique est un petit peu différente de l'avantage numérique. Ici, ce qu'on veut faire, c'est contrôler l'adversaire. Donc, on ne peut pas toujours être en possession de rondelle. En fait, normalement, en désavantage numérique, on n'est pas en possession de la rondelle. Donc, on veut contrôler l'adversaire. C'est-à-dire, on veut réduire le temps et l'espace qui est disponible pour les joueurs. Pour ce faire, mais c'est important d'être alerte et actif sur la glace. Fait que si on est alerte, qu'on est actif, à ce moment-là, les joueurs de l'autre équipe vont avoir moins de temps pour réagir parce que nous, on va réagir rapidement. Et, chose super importante, notre travail n'est pas d'aller voler la rondelle à l'autre équipe, mais si l'équipe adverse perd la rondelle, il faut être extrêmement agressif en récupération de rondelle pour pouvoir dégager notre territoire. Maintenant, on va parler des différentes stratégies du désavantage numérique, notamment les types de positionnement qu'on peut avoir. Donc, le positionnement le plus classique, c'est ce qu'on appelle la boîte. Fait que là, on est en 4 contre 5. Fait que si on va avoir deux défenseurs plus proches du but, deux joueurs d'avant dans le haut de l'enclave, et ils vont former une boîte autour de l'enclave. Donc ici, les deux défenseurs, ils vont avoir chacun leur zone de responsabilité. Donc, chacun a son quart de glace qu'il doit couvrir. Fait que si la rondelle se ramasse dans leur quart de glace, ils doivent être très agressifs pour mettre de la pression sur le joueur. Ensuite, les deux avants, ils vont avoir les deux quarts de glace qui sont dans le haut de la zone, près des défenseurs. Donc, si les défenseurs se ramassent avec la rondelle, ils doivent être très agressifs pour mettre de la pression, pour enlever le temps et l'espace aux défenseurs. Donc, chacun a sa zone de protection, fait qu'ils sont responsables de la rondelle dans leur zone, fait que c'est eux qui doivent mettre la pression sur les joueurs adverses quand ils ont la rondelle dans leur zone. Par contre, ce qui est super important, c'est que si la rondelle sort de leur zone, ils doivent rapidement revenir dans l'enclave. Ici, on vient de voir apparaître un trapèze rouge. Donc ça, c'est l'enclave. C'est là qu'il y a le plus de chances de marquer des buts. Donc, si tu es sorti de l'enclave pour aller mettre de la pression sur un joueur adverse pour tenter de récupérer la rondelle, ça ne marche pas. Tu reviens prendre ta position dans l'enclave pendant que c'est un de tes coéquipiers qui met de la pression parce que la rondelle est rendue dans sa zone à lui. Donc ici, là, c'est super important de protéger l'enclave, s'assurer qu'il n'y ait aucun tir qui puisse être fait de l'enclave et jamais envoyer la rondelle dans l'enclave. Ensuite, la boîte est super pratique lorsqu'on affronte une équipe très classique qui va faire le overload. Fait que si je replace les joueurs dans leur positionnement habituel d'un overload, on va les retrouver d'un côté de patinoire dans leur position 1-2-2. Donc à ce moment-là, ça c'est le positionnement classique. On ouvre les lignes de passe, tout le monde peut être dangereux.
Donc, comment ça va fonctionner? Bien, si la rondelle se ramasse, exemple, en fond de territoire, bien, c'est le défenseur de cette zone, celui qui vient de bouger à l'écran, qui va aller mettre de la pression. L'important quand on met de la pression, c'est pas d'aller derrière le joueur pour aller voler la rondelle, mais c'est de limiter son espace et de se placer sous la corde. Donc ici, vous avez vu la flèche verte apparaître. La corde, c'est la ligne imaginaire qui relie le joueur adverse avec le but. Et en tant que défenseur, on doit se placer sous la corde pour l'empêcher de prendre position et d'attaquer le filet. Donc, si mon joueur va aller se placer sous la corde, il veut mettre de la pression sur son joueur, donc il va être quand même assez proche. Assez proche pour qu'il puisse le toucher avec la main, mais il ne va pas essayer de le contourner pour lui voler la rondelle. Il veut le contenir et l'empêcher de faire un jeu. Donc ici, pour le contenir, la position de la palette va être importante. Donc si le joueur adverse envoie la rondelle le long de la bande, dans le fond de territoire, derrière le but, il n'y a pas vraiment de chance de marquer là. Et ça devient une course pour la rondelle. Puis nos joueurs ont autant de chances que l'autre équipe de gagner la rondelle. Fait que l'endroit qui est le plus dangereux, c'est d'envoyer la rondelle vers l'enclave, vers le haut du territoire. Donc à ce moment-là, c'est de ce côté-là qu'il devrait placer sa palette pour empêcher ce genre de passe, pour pouvoir harponner la rondelle si le joueur se retourne dans ce côté-là. Et donc, c'est la position de sa palette qu'elle devrait être. Maintenant, les autres joueurs défensifs doivent se placer pour couvrir les joueurs les plus menaçants. Donc ici, chacun, on doit tracer une ligne imaginaire entre le joueur adverse et le but. Et le joueur qui est le plus proche va prendre cette position. Et il va placer sa palette pour pouvoir couper la passe, si jamais une passe qui arrive, à partir du joueur qui a la rondelle. Même chose pour le défenseur au centre. Et on place notre palette pour couper la passe. Et enfin, le joueur qui est dans l'enclave, lui aussi, on trace la corde et on se place sous la corde et on place notre palette de façon à couper la passe. Donc ça, c'est un petit peu là, le positionnement qui va arriver. Maintenant, si jamais l'autre équipe font une passe, que la rondelle se déplace, il y a un joueur qui est laissé libre sur la glace, ben, c'est normal, on joue à 4 contre 5, on ne peut pas surveiller tout le monde. Ici, le joueur qui est abandonné à lui tout seul, ben, c'est celui qui est le plus loin du goaler, celui qui est le plus loin du but, donc il a le moins de chances de faire un tir qui est dangereux, qui est menaçant. Par contre, s'il se ramasse avec la rondelle, on doit aller faire de la pression. Donc, s'il y a une passe qui est faite, le joueur à la pointe se ramasse avec la rondelle. Bien là, ici, sa zone, c'est celle du défenseur gauche. Donc, le défenseur gauche va aller se placer devant le joueur. L'objectif, encore une fois, c'est d'être sous la corde. Donc, bloquer l'option de tir et placer sa palette pour éviter les passes. Maintenant, il y a un joueur qui est laissé libre qui est beaucoup plus dangereux que celui qui est en fond de territoire. Fait que l'ailier qui était, le défenseur, qui était allé mettre de la pression sur le joueur en fond de territoire, va venir se placer sous la corde pour couvrir son joueur. Donc, c'est important d'être toujours sous la corde. Fait que si la passe se rend à un joueur de l'autre équipe, eh bien, il doit passer à travers notre joueur à nous pour pouvoir scorer. Fait que le positionnement est super important. Donc, encore une fois, on a un joueur qui est laissé tout seul. Ici, ça va être le joueur qui se ramasse derrière le but. Il faut faire attention, il faut être conscient de ce qui se passe parce qu'il pourrait piquer vers le but et on se ramasserait dans une position plus dangereuse. Donc, les joueurs doivent être très conscients de ce qui se passe. Et si les joueurs sont très agressifs, on peut refermer un peu la boîte puis se replier un peu plus vers l'enclave pour couvrir un peu mieux l'enclave. Maintenant, ici, une chose qui est importante que je veux vous dire, c'est que une fois que mes joueurs sont placés, comme je vous disais tout à l'heure, si les joueurs sont très agressifs, s'ils ont un bon jeu de passe qui se fait, bien là, mes joueurs vont s'épuiser. Et on ne veut pas s'épuiser parce qu'on sait que c'est la stratégie en avantage numérique, épuiser et désorganiser la défensive. Et quand il va y avoir un bon jeu de passe entre les joueurs de l'équipe adverse, mais l'important, ça va être de se placer un peu plus proche de l'enclave, ce qui veut dire garder la rondelle le plus possible à l'extérieur du jeu, le long de la bande. Et là, s'ils se font des passes, on fait juste couper, se replacer sous la corde,
placés pour couper les lignes de passe, couper les lignes de tir, mais on les laisse jouer avec la rondelle à l'extérieur. Donc ici, ça ne dérange pas tant que la rondelle se ramasse sur les côtés, c'est pas grave. Maintenant, on va parler d'une deuxième formation qu'on peut utiliser, c'est le diamant. Et le diamant est surtout efficace lorsqu'on parle d'une formation en avantage numérique, en parapluie ou en 1-3-1. Donc ici, on va avoir un joueur qui va être proche du but, 2 joueurs qui vont être de chaque côté et le 3e joueur va être à l'avant. Ce qui fait une formation un peu en losange, un diamant. Donc si je place les joueurs de l'autre équipe en formation parapluie, bien, ça va ressembler à ça. Et ici, ce qu'on voit dans le fond, c'est que le joueur proche du but, qu'il y a 2 joueurs près de lui, et que mes 3 points du diamant, qui sont vers le bas, bien, surveillent chacun, dans le fond, leurs joueurs respectifs, leurs passeurs respectifs. Donc, si la rondelle se ramasse à un joueur, bien, qu'est-ce qui va arriver? Bien, le joueur qui est responsable de cet adversaire bien, va aller mettre de la pression. Et on doit toujours penser qu'il faut être sous la corde. Donc, cette ligne imaginaire entre le joueur adverse et le but. Et notre joueur défensif va aller se placer sous la corde. Les autres joueurs vont se déplacer pour couvrir les options de passe, pour couvrir les joueurs qui sont disponibles. Donc, à ce moment-là, les deux défenseurs sont placés devant les joueurs qui sont devant le but. Si on essaie de se placer sous la corde, comme ils sont très très proches du but, ça peut être dangereux parce qu'on peut se ramasser qu'on va nuire à notre propre gardien. Il faut être un petit peu allumé par rapport à ça. On prend l'espace qui est disponible. L'objectif, on coupe les lignes de passe, on coupe les lignes de tir. Et le dernier joueur, bien, il est au centre de l'enclave. Fait que si la rondelle se déplace à un autre joueur, bien ici, ça va être un autre défenseur qui va le prendre, qui va aller se placer sous la corde. Et mes joueurs vont reprendre leur position en diamant pour couper les lignes de passe et empêcher le tir au but. Fait que si la rondelle se déplace encore, ben là, c'est un autre joueur qui va avoir la responsabilité, celui qui est face à celui-là. Il va aller se placer sous la corde encore et mes autres joueurs vont se déplacer pour couvrir l'enclave et les options de passe. Donc ça, c'est la configuration en diamant. Un peu comme l'avantage numérique, le désavantage numérique, c'est un jeu de patience. Ici, si on est trop agressif pour pas récupérer la rondelle, pour voler la rondelle, on peut se placer en position qu'on se fait déjouer, et là, on va avoir un surnombre 2-3 contre 1, et c'est là que c'est dangereux. Donc ici, c'est important de rester sous la corde, d'avoir un bâton actif et de ne pas se faire déjouer. Donc, le désavantage numérique, c'est lire le jeu. C'est important de voir les joueurs qui sont démarqués, de voir les joueurs qui peuvent se faire des passes, de voir les lignes de passe. Donc, en désavantage numérique, être conscient d'où est l'adversaire et des lignes de passe, des lignes de tir, c'est super important. Donc, se pratiquer à lire le jeu, voir qu'est-ce qui se passe, bouger la tête pour lire qu'est-ce qui se passe autour de nous. Ensuite, il faut aussi être capable de s'adapter. Parce que là, on voit des formations qui sont classiques, mais au cours d'un match, ça se peut qu'il y ait des changements qui soient apportés. Et donc, il faut être capable de s'adapter rapidement et pas être figé dans son rôle tel qu'on l'a vu dans la vidéo d'aujourd'hui. Ensuite, il faut avoir aussi une bonne communication entre les joueurs en défensive, parce que si ton coéquipier n'a pas vu la passe ou n'a pas vu le positionnement d'un joueur adverse, il faut pouvoir lui dire. Et si toi, en tant que joueur qui doit mettre de la pression, tu commences à être fatigué, bien, tu peux dire à ton partenaire, on fait un échange pour que ce soit un autre joueur qui mette la pression. Donc ça ici, ça peut être important parce que comme je disais dans l'avantage numérique, le but c'est d'épuiser les défenseurs. Fait que c'est toujours le même défenseur qui fait de la pression parce qu'il se fait niaiser en bon québécois par des joueurs qui se font des passes rapides. Mais là, à ce moment-là, des fois, j'enchaîne le joueur qui fait la pression peut aider à sauver un désavantage numérique. Maintenant, il me reste à parler de la stratégie à 3 contre 5. Ça arrive rarement, mais ça arrive quand même qu'on a 2 pénalités et qu'on doit se défendre à 3 joueurs contre 5 joueurs adverses. Fait que si j'ai pris la formation en parapluie pour montrer un peu la stratégie à 3 contre 5, mais si on joue contre un overload ou un 1-3-1, ça va être la même chose. Ça va être une formation qui est en triangle. Et là, ici, c'est ce qu'on appelle un triangle rotatif,
Parce que mon triangle va tourner. Des fois, il va tourner un petit peu sur lui-même, il va osciller. Des fois, il va tourner parce que la position de mes joueurs va changer. Fait que là, pour l'instant, j'ai 2 défenseurs qui sont près du but et j'ai un attaquant qui est comme un peu à la pointe de mon triangle, qui va faire face aux joueurs qui forment le parapluie. Donc, si la rondelle est devant son joueur, ben ici c'est facile. Il va aller mettre de la pression sur le joueur et ses coéquipiers, ben ils forment le triangle, ils surveillent les options de passe, ils surveillent les options de tir. Si la rondelle se déplace, ben là ici, c'est l'autre pointe du triangle qui va aller mettre de la pression et les 2 coéquipiers vont devoir tourner pour suivre le triangle et couper les options de passe. Donc, j'ai mon défenseur droit qui s'en va mettre de la pression. Défenseur gauche vient couvrir le droit du filet. Et mon joueur d'avant redescend en tant que défenseur à la gauche de mon filet. Donc, si la rondelle revient, mes joueurs reprennent leur position statique qu'il y avait au début. Fait qu'on a vu le triangle qui oscille un petit peu dans un côté, qui a repris sa position. Et si la rondelle s'en va de l'autre côté, mais encore une fois, c'est le défenseur gauche qui s'en va prendre sa position parce que c'est lui qui est le plus proche. Et les 2 autres joueurs vont pivoter pour couvrir les options de passe. Par contre, quand on dit que c'est un triangle rotatif, si on a une passe transversale, mais là, celui qui se ramasse le plus proche de la rondelle, c'est mon attaquant. Fait que lui, il va aller attaquer le joueur adverse et le défenseur qui avait cette responsabilité tantôt va rester en défensive. Fait que là, c'est l'attaquant qui va aller attaquer et les 2 défenseurs vont couvrir l'enclave pour s'assurer qu'il n'y a rien. Fait que si la passe revient exemple au centre, bien là, on voit que mon triangle a tourné et que c'est un défenseur qui est rendu à l'avant et que mon joueur d'avant est rendu en position défensive. Fait qu'un 3 contre 5, tous mes 3 joueurs doivent bien comprendre que leurs positions peuvent s'interchanger et qu'ils doivent être très, très responsables, très actifs sur le 3 contre 5. Par contre, encore une fois, il faut faire super attention pour ne pas se faire déjouer, parce que si je mets trop de pression, je fais un fly-by en langage hockey, donc je passe à côté du joueur en essayant d'y enlever la rondelle, il la ramène vers lui, puis il continue vers l'avant, puis qu'il me déjoue, bien là, on se ramasse que c'est un 5 contre 2, et c'est pas ça qu'on veut voir. Donc à ce moment-là, il faut faire de la pression intelligente. Donc, à 5 contre 3, le désavantage numérique, c'est une pression, mais une pression qui est patiente. Fait que tu t'approches du joueur rapidement pour couper l'espace puis le temps, mais tu ne vas pas foncer dessus, tu gardes un petit peu plus de distance et tu joues surtout du bâton pour essayer de couper la ligne de passe, de couper la ligne de tir, de lui montrer que s'il fait une erreur avec la rondelle, tu vas être capable de la récupérer. Ensuite, donc, comme je disais, on veut couper les lignes de passe avec notre pression patiente, on veut bloquer les lignes de tir vers le but. Donc, quand on fait de la pression, c'est vraiment là, quand tu es le plus proche du joueur, ben c'est là que tu as le plus d'options pour couper les lignes de passe et bloquer les lignes de tir. Et, encore une fois, comme je disais, il faut avoir un bâton actif. Donc, le bâton, il bouge. Tu ne fais pas juste le garder d'un côté. Tu regardes la tête du joueur. Si le joueur commence à regarder vers sa gauche, ben, tu vas placer ton bâton à sa gauche pour couper cette ligne-là. Tu vois qu'il regarde à droite, ben, tu places ton bâton à droite. Tu vois qu'il regarde un petit peu derrière toi, ben, tu déplaces gauche-droite. Tu avances vers son bâton à lui. Donc, ici, là, c'est pour qu'il ait peur que s'il lance la rondelle, ben, ton bâton il soit dans le chemin puis ça fasse dévier la rondelle. Donc ici, un bâton actif, ça peut être intimidant pour certains joueurs, surtout dans les niveaux plus bas. Donc c'est important d'avoir un bon bâton actif. Ensuite, à 3 contre 5, ben, c'est encore plus important d'être intense, d'être très intense en récupération de rondelles. On est 3 joueurs sur la glace, on ne va pas passer 2 minutes complètes à 3 joueurs. Fait que dès que la rondelle a été perdue, il y a un tir qui manque le but, ça se ramasse dans le coin, ben, tu es le joueur le plus proche, tu fonces, tu donnes tout ce que tu as, tu récupères la rondelle et tu dégages dans le fond de la zone pour pouvoir faire une rotation de tes joueurs, avoir des jambes fraîches, des joueurs qui sont en forme sur la glace, qui ne sont pas épuisés par le 5 contre 3. Et avec ça, ben, on vient de terminer notre petite vidéo sur le désavantage numérique. Si on applique la philosophie de la vidéo, si on applique les petits trucs que je vous ai donnés, les petites stratégies, les configurations qu'on peut adopter sur la glace, ben on devrait être meilleur en désavantage numérique
Et je pense que votre gardien de but va être content si vous le protégez bien. Et en bout de ligne, il va se faire scorer moins de buts et vous risquez de gagner plus de matchs. Fait que sur ce, bonne partie tout le monde. On se revoit bientôt. Bye bye.